Nous allons rester dans l'espace encore pour un moment, parce que, là je parle au nom du club d'astronomie de Sanary, nous avons la possibilité d'observer toutes les planètes de notre système solaire, d'autres étoiles, mais il y a quelque chose que nous ne voyons jamais. Quel que soit l'équipement dont nous disposions, que ce soit des simples jumelles, des télescopes, de plus gros télescopes, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? La Terre. La Terre, nous ne pouvons jamais la voir, puisqu'il faut quitter notre planète pour pouvoir la voir. Eh bien, Jean-Pierre, aujourd'hui, va vous présenter un projet qui lui tient à cœur depuis des années, que nous avons enfin pu réaliser, puisque je participe avec Jean-Pierre depuis 2 ans à ce projet, une 3e personne dont il vous parlera dans quelques instants. Si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin, on fera un petit tour et puis on vous passera le micro en fonction de votre ressenti, des questions que vous aurez éventuellement à poser. Je vous remercie, mesdames et messieurs, Jean-Pierre. Merci Georges, merci à tous pour avoir permis de faire cette conférence. Je vais vous parler de ce projet qui s'appelle Coulterm et qui est la réalisation d'un rêve, d'une intuition que j'avais eue il y a une vingtaine d'années, et je vous expliquais par quel chemin très plein de péripéties on est arrivé à pouvoir produire les images que vous allez voir aujourd'hui et qui sont vraiment inédites dans l'histoire de l'humanité. Comme l'événement s'appelle L'homme et l'espace, vous allez voir qu'on est vraiment à la croisée entre la destinée humaine, la destinée de cette conquête spatiale, et qu'elle peut amener beaucoup à l'homme, l'émerveillement, et puis aussi nous apprendre une autre façon de vivre sur notre planète. Alors, comme Georges l'a dit, pour voir la Terre, il faut s'élever, et c'est une élévation qui n'a pas eu lieu il y a très longtemps, et je vais commencer par une image que vous avez certainement tous déjà vue. Cette photo, elle a été prise en 1972 par les astronautes de la mission Apollo 17. Et Apollo 17, vous savez que c'est la dernière mission Apollo. Donc c'est la dernière à avoir quitté la Terre pour aller vers la Lune. Et en fait, de toutes les missions Apollo, c'est la seule, quand les astronautes sont partis, se sont éloignés de la Terre, la Lune était complètement invisible. Elle était en ce qu'on appelle la nouvelle Lune. À l'inverse, quand on voit la Lune qui est cachée, la Terre est complètement éclairée, et il y a un astronaute qui a eu l'idée de prendre une photo de la Terre, et il a bien fait, parce que c'était la première photo de la Terre dont on disposait complètement éclairée. C'est-à-dire, et cette photo en anglais elle est connue sous le nom de Blue Marble. Je me demande, j'ai peut-être pas besoin du micro en fait. Vous m'entendez bien? Ok. Donc cette photo, elle porte le nom de Blue Marble, petit bille bleu, et c'est une photo quand elle a été prise donc, le 7 décembre 1972. Elle a changé le monde. Elle a changé le monde à plusieurs titres. Tout d'abord, elle nous a révélé quelle était la maison sur laquelle on vivait, et c'était la première fois qu'on voyait dans sa totalité la Terre. Il y avait déjà eu en 1968 cette photo qu'on appelle Earthrise. On voit un croissant de terre, mais le fait de la voir dans sa totalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est belle, on voit qu'elle est fragile, on voit qu'elle est vivante, même si c'est une image statique, et on voit surtout qu'elle est entourée par un cosmos assez lugubre et assez noir, et qu'on a une chance d'être dans cet esquif et que ça donne envie de le préserver. Et en fait, cette photo, elle est arrivée en 72, exactement au moment où les humains se sont rendus compte que notre activité économique avait pour conséquence des problèmes environnementaux globaux. Et jusqu'alors, on avait toujours pensé que les problèmes environnementaux que l'on causait étaient des problèmes locaux. Et donc des problèmes de pollution, d'une rivière, d'autres choses. Et quand on a des problèmes globaux, il faut que les peuples travaillent ensemble pour résoudre ces problèmes globaux, puisque ce que fait un peuple influence sur l'autre. Et donc 1972, c'était la première conférence de l'ONU sur l'homme et la nature, qui a après donné les sommets de la Terre. C'était à Stockholm. C'était l'année où le rapport Meadows, qui avait été traduit en français Halte à la croissance, mais qui en anglais c'était Limit to Growth, commençait à nous dire attention, les ressources de la Terre sont finies, même si elles vous paraissent infinies. Et en fait, en voyant la Terre depuis l'extérieur, on comprend qu'on est tous dans le même vaisseau, on comprend qu'il faut travailler ensemble, et puis on comprend aussi que
finalement, elle n'est pas si infinie que ça, même si au quotidien, on a une impression d'infinitude. Et donc, cette photo a permis l'essor de ce qu'on appelle l'écologie globale. C'est à ce moment-là que le ministère de l'écologie a été créé en France, aux États-Unis, dans la plupart des pays du monde, et que les premiers grands accords ou la naissance de ces volontés de préserver ensemble la planète a jailli. Donc, c'est une photo qui est arrivée à un moment clé et qui a permis de mettre une image pour travailler ensemble. Et cette photo, c'est la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité, puisque comme c'était la seule photo et que la mission d'Apollo a été la dernière, à chaque fois qu'on avait besoin d'une photo de la Terre dans un livre de classe ou pour mettre sur un drapeau ou sur quand vous cherchiez une image, c'était la seule, donc c'est la photo qui a été le plus reproduite. Et malheureusement, on va dire le pouvoir émotionnel de cette photo et son pouvoir de changer le monde, il s'est atténué avec le temps, parce que finalement on s'est habitué à cette photo, et donc l'émerveillement que les gens ont eu à l'époque en disant Paris Match ou autre, parce que cette photo avait été diffusée dans toutes les grandes publications, s'est estompé avec le temps. Et donc la question moi, que je me posais, c'était comment maintenir cette magie, comment transformer profondément les gens pour qu'ils aient cet amour de la Terre, ce sentiment que la Terre est une planète finie, et d'adapter son comportement à la taille d'une maison qui est finie et sur laquelle il faut qu'on se comporte comme tel. Et bien, en fait, il y a une classe de personnes qui ont eu ce sentiment de changement durable, et ce sont les astronautes. Et moi, ma rencontre avec les astronautes, j'ai toujours été passionné d'espace, mais on m'avait offert, un ami, m'avait offert ce livre au milieu des années 90, ça s'appelle Clair de Terre, et c'est un livre très grand format qui avait été publié en France par Bordas, où il y a eu des traductions dans le monde entier, et qui est un ouvrage de l'Association des explorateurs de l'espace. Alors, cette association, en fait, c'est l'amicale des anciens astronautes, dans lequel vous avez des astronautes européens de tous les continents, beaucoup de Russes, beaucoup d'Américains évidemment, et qui se réunissent chaque année, ils font un grand congrès pour parler un peu de leur expérience et puis de se retrouver ensemble, parce qu'ils aiment bien se retrouver ensemble. Et une des raisons pour lesquelles ils aiment se retrouver ensemble, c'est que ce qu'ils ont vécu là-haut, au-delà d'être un formidable challenge technique, c'était aussi une expérience personnelle très profonde. Et au cœur de cette émotion, de cette expérience très profonde, il y a la Terre. Et en fait, ce livre, c'est un livre qui est de photographie, dans lequel ce sont des photos qui ont été prises par des astronautes, un peu comme les photos que Thomas Pesquet vous a fait découvrir, les photos qu'on a à l'entrée du site. Et ces photos, elles étaient accompagnées de textes. Et moi, quand j'ai vu le livre, ce sont plus les textes qui m'ont frappé que les photos, et je vais vous en lire quelques-uns. Donc, par exemple, la première citation, c'est une citation d'un prince arabe d'Arabie Saoudite qui a volé dans l'espace, et il dit « Les premiers jours, nous montrions nos propres pays. Au troisième ou quatrième jour, notre continent. Dès le cinquième, nous ne fîmes plus attention qu'à la seule Terre. » Donc il y avait ce sentiment d'abandon des frontières, de n'être qu'un seul peuple, qui était très présent dans cette phrase. La deuxième, un astronaute américain qui s'appelle Loren Acton. « Je regardais au dehors la noirceur de l'espace, semé splendidement d'un univers de lumière. Je vis sa majesté, mais nulle bienveillance. C'est en dessous qu'il y avait une planète accueillante. Là-dessous, enclos dans la fine et mouvante coque de sa biosphère, si étonnamment fragile, il y a tout ce qui est cher à nos cœurs, tout le drame, toute la comédie humaine. C'est là qu'est la vie, là que sont toutes les bonnes choses de la vie. » Après, un astronaute de la RFA, donc l'ancienne Allemagne de l'Ouest, j'aurais souhaité, après mon retour, que les gens me demandent comment c'était là-haut, comment je m'étais associé à cette noire brillance du monde, et quelle impression cela m'avait fait d'être comme une étoile tournant tout autour de la Terre. Et cette troisième citation est très intéressante parce qu'elle dit « J'aurais aimé qu'on m'interroge là-dessus ». Et en fait, ce livre, il est saisissant par les photos, saisissant par tous ces textes, et au cœur de tous ces textes, il y a cet éveil de conscience planétaire que j'avais jamais lu ailleurs. Et en fait, ces astronautes ont été transformés dans l'espace. Et je me suis dit, comment ces gens-là, qui étaient pour la plupart des ingénieurs, des militaires, pourquoi ils ont écrit des choses aussi poétiques? Qu'est-ce qui les a transformés? Parce que ce pas des gens qui étaient normalement prédestinés à écrire des choses aussi poétiques. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller voir les astronautes, à aller à des conférences d'astronautes, comme vous en avez organisé, et j'étais aussi toujours saisi par les types de questions que les gens avaient. C'est comment vous faites pour dormir, comment vous dormez, comment vous vous nourrissez, comment vous faites pipi. Enfin, c'est les questions qu'ils ont toujours auxquelles répondre. Et
Et très peu de gens les interrogent sur ce qu'ils ont vraiment vécu là-haut de personnel. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas trop le droit d'en parler, parce que les agences spatiales, comme elles dépensent énormément pour ces programmes-là, elles ne voulaient pas qu'il y ait on va dire des astronautes New Age qui viennent parler aux gens. L'astronautique, c'est quelque chose de sérieux. Il fallait raconter des choses sérieuses et techniques. Et cette parole, elle se libère quand vous lisez les biographies des astronautes, mais en public, c'est très rare. Par contre, quand vous les approchez, vous commencez à leur parler de ça, et comment ça vous a fait de voir la Terre depuis l'espace, qu'est-ce que vous avez fait comme ça sur la Terre, tout de suite, ils regardent s'il n'y a personne autour d'eux, et ils vous parlent, et ils m'ont dit des choses extraordinaires. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un chercheur américain qui avait analysé ce phénomène, et qu'il a appelé le Overview Effect. Donc c'est un chercheur d'Harvard qui s'appelle Frank Wright, qui est devenu un ami depuis, qui suit de très près le projet Bluebird. Et dans ce Overview Effect, il est allé interviewer une cinquantaine d'astronautes, et puis il a envoyé un questionnaire de 500 astronautes, et il s'est rendu compte que la moitié avait eu à peu près une expérience mystique dans l'espace, et cette expérience mystique, elle est très durable, c'est-à-dire que le changement qu'ils ont eu là-haut les accompagnera toute leur vie. Donc il y a plus cet effet qui s'estompe de cette photo Blue Marble, c'est un changement qui peut être très profond et qui est viscéralement intégré en eux. Et ce qu'il a démontré, c'est que cet overview effect, il se génère par la combinaison de 4 effets. Le premier, c'est l'apesanteur, parce que ça vous met dans un état cotonneux, agréable, vous ne faites pas d'effort. Le deuxième, c'est le silence. Il y a des petits bruits de machine dans l'ISS, mais globalement, vous êtes quand même dans le silence. Le troisième, c'est la peur, parce que vous êtes dans un environnement extrêmement précaire, et si la moindre chose tourne mal, c'est tout de suite une catastrophe. Pour ceux qui ont vu le film Gravity, on voit bien comment des petites choses peuvent avoir des effets énormes, et cette peur, ça les maintient dans un état de tension permanent. Et puis le quatrième facteur qui crée l'overview effect, c'est la vue prolongée de la Terre grand large sous leurs yeux. Et les astronautes, en fait, vous disent que dès qu'ils ont un peu de temps, en fait, ils se mettent devant un hublot et regardent la Terre passer. Ils font ce qu'on appelle du earth gazing, on fait du stargazing sur Terre, eux ils font du earth gazing, donc ils regardent comme ça. Et c'est comme un kaléidoscope, c'est-à-dire que comme les trajectoires de l'ISS ou des autres stations qui les ont précédées ne sont pas des trajectoires qui sont les mêmes, ou elles aussi, du coup c'est jamais les mêmes continents, les mêmes pays qu'elles traversent. Il suffit que vous fermiez les yeux 2 minutes, vous réouvrez les yeux, vous avez presque changé de continent. Elle fait un tour à peu près en 1h30. Donc si vous clignez les yeux, vous passez de l'Afrique à la Réunion, de la Réunion un peu plus loin, vous êtes après en Australie. Et ils sont émerveillés par ce carrousel qui tourne au-dessus d'eux, qui est quand même immense vu de l'ISS, mais ils tombent amoureux de la Terre. Et les 3 facteurs que j'ai mentionnés, le silence, la peur et l'apesanteur combiné avec ça, cette beauté grand large les transforme et ils développent cette conscience planétaire, l'idée qu'on est un tout et qu'on est un tout préservé. Il y a beaucoup d'astronautes qui, après être revenus sur Terre, se sont engagés sur des causes écologiques ou en politique et pour essayer de faire passer ce message. Il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs aussi mal vécu ce retour, c'est un peu comme le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'ils ont été incompris, sont devenus alcooliques ou qui ont eu des dépressions, parce que trop de beauté, trop de choses impartageables avec le commun des mortels. Et en voyant ça, je me suis dit, mais comment on pourrait faire partager cette expérience à un nombre de gens beaucoup plus grand. Donc à l'époque, il y avait un peu l'espoir que le tourisme spatial puisse devenir bon marché et que le tout venant puisse y aller. Le tourisme spatial a à peine démarré, hein. Il y a eu quelques milliardaires qui sont partis sur l'ISS, mais les billets, je crois que c'était une trentaine de millions de dollars, donc tout le monde ne peut pas se le payer. Virgin Galactic, qui devait démarrer il y a 10 ans, ils n'ont toujours pas démarré leur premier vol, donc ils ont 10 ans de retard. On parle quand même de 200 000 $ pour les billets, donc ça reste toujours accessible uniquement à une sélection de Happy Few. Et le vol de Virgin Galactic, c'est des vols où vous êtes en apesanteur, vous allez voir la Terre depuis 100 km d'altitude pendant à peine 1 heure, et ce n'est pas suffisant pour déclencher un changement aussi durable. Donc je recherchais des idées en regardant du côté de la réalité virtuelle, et justement cet ami qui m'avait offert ce livre qui s'appelle Michael Bocara, lui il était ingénieur à l'aérospatiale spécialisé en réalité virtuelle, et on se disait tiens, si on avait des images de la Terre, on pourrait se replonger dans l'expérience d'un astronaute
mais à l'époque, le matériel de réalité virtuelle n'était pas comme depuis un an ou deux aussi facile à mettre chez les gens, puisqu'il fallait des puissances de calcul énormes que l'on a maintenant. On va dire aujourd'hui, c'est la première année vraiment où on a de la réalité virtuelle grand public, mais il y a encore très peu de gens qui ont des cases de réalité virtuelle chez eux, mais ça va se développer. Donc, chercher un moyen peut-être moins technique pour faire partager cette expérience. En fait, on est tombé sur l'annonce d'un projet d'Al Gore. Donc, Al Gore, comme vous savez, il a été vice-président des États-Unis, et en 1997, en mars 1997, il y a 20 ans, il réfléchissait à comment on allait mettre on va dire, en énergie l'humanité pour faire que le protocole de Kyoto soit respecté. Donc ce protocole il avait été négocié fin 1996 à Kyoto au Japon, et les États s'étaient engagés à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone, donc à réduire leur consommation d'énergie fossile. Et ils se disaient c'est un challenge énorme, on a signé ce protocole, mais maintenant comment donner envie aux gens d'y aller. Et en fait, Al Gore, quand il était vice-président des États-Unis, il s'était beaucoup impliqué personnellement dans cette négociation, et dans son bureau, il avait cette photo de la NASA Blue Marble. Et puis il a regardé, et en 1997, il y avait aussi Internet qui s'était développé, et il s'est dit, pourquoi il n'y a qu'une photo de la Terre prise depuis l'espace? Maintenant qu'on a Internet, on devrait pouvoir envoyer un satellite qui nous envoie toujours les dernières images, le dernier visage de Gaïa, le dernier visage de la Terre, prise depuis l'espace, pour que les gens voient toujours une image actualisée et de pouvoir sentir si notre planète va bien ou si elle va pas bien. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais en parler à la NASA. Alors, comme il est vice-président des États-Unis, c'est assez facile, il a écrit une lettre dans laquelle il a ordonné à la NASA d'envoyer une mission pour pouvoir avoir les dernières images de la Terre. Sauf que le problème, c'est que cette mission, c'est pas simple à faire du tout, parce que si vous voulez la Terre complètement éclairée, il faut que vous soyez sur l'axe Terre-Soleil. Parce que si vous n'êtes pas sur l'axe Terre-Soleil, il y a toujours une partie de la Terre qui sera cachée. Et si vous voulez vous maintenir sur l'axe Terre-Soleil, vous voyez bien que si vous êtes trop proche de la Terre, vous allez rentrer dans le bassin d'attraction de la Terre, il faut beaucoup d'énergie pour résister à cette attraction. Si vous êtes trop près du Soleil, vous rentrez dans le bassin d'attraction du Soleil, il faut beaucoup d'énergie pour résister. Et il y a un point entre les deux qui s'appelle le point de Lagrange. Donc, mathématicien astronome français Lagrange a découvert l'existence de 5 points qui sont des points d'équilibre en fait, entre les forces de gravitation, qu'on appelle le problème à 3 corps. Donc si vous placez un point dans ce point de Lagrange L1 qui est entre la Terre et le Soleil, alors c'est un point instable, mais avec très peu de carburant, vous arrivez à vous maintenir autour de ce point. Et en fait, ce point, c'est le meilleur endroit de l'univers pour observer la Terre, puisque c'est vraiment, vous êtes face à elle, elle est toujours éclairée, et vous dépensez très peu d'énergie pour la visualiser. Alors, le problème, c'est que le point de Lagrange L1, il n'est pas juste à côté, il n'est pas en orbite basse. L'ISS, dans lequel les astronautes avec vous avez discuté, c'est à 400 km d'altitude. Ici, on a 1 500 000 km, donc c'est beaucoup plus loin. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 4 fois la distance Terre-Lune, donc c'est pas non plus à une distance absolument gigantesque. Mais pour monter une mission pour aller au point de Lagrange L1, c'est quand même un sacré truc. Et Al Gore a donc demandé à la NASA de concevoir une mission. Donc ça, c'était au mois de mars ou d'avril 1998. À l'époque, moi j'étais chercheur aux États-Unis et je trouvais que ce projet était absolument fascinant et qu'il allait pouvoir, si on envoyait une caméra là-bas, envoyer cette vidéo live. Lui, il avait l'idée que les gens mettent ça en fond d'écran sur leur ordinateur et donc mettre la Terre chez les gens pour que les gens à tout moment pensent, voilà, ils se rappellent qu'on habite tous sur la même planète et qu'il faut en prendre soin. Et il a donné aussi un deuxième challenge à la NASA, donc c'est en 1998, de lancer cette mission avant le début du 3e millénaire, donc avant la fin de l'année 2000. Donc la NASA avait à peine 2 ans pour le faire. Ils ont relevé le défi. Ils ont construit ce satellite qui à l'époque s'appelait Triana. Alors pourquoi Triana? Triana de Rovigo, c'était un des coéquipiers de Christophe Colomb, qui, à bord de la Pinta, a été la vigie qui était sur le mât, qui a vu la Terre et qui a dit le premier, Terre à l'horizon, le nouveau monde à l'horizon. Et pour lui, ce satellite Triana
serait l'aube d'un nouveau monde, un monde où on voit la Terre, et donc il a utilisé ce nom, c'est Al Gore qui a nommé le satellite de la NASA. C'était vraiment son bébé, ce projet-là. Et donc le satellite était prêt à partir, et moi j'étais à l'époque prêt à partir à la NASA pour m'occuper de la promotion de ces images, en me disant il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité si ce satellite part. Malheureusement, comme vous savez, Al Gore, après avoir été vice-président des États-Unis sous Bill Clinton, s'est présenté à l'élection présidentielle américaine contre George Bush, et c'est une élection qui avait été très complexe, où il a fallu attendre un recomptage des votes en Floride pour que Al Gore ne soit pas le nouveau président des États-Unis, mais pendant un mois, Bush a dû attendre avant d'être officiellement nommé, et les républicains en voulaient énormément à Al Gore de ne pas avoir concédé la défaite dès le soir même, mais les chiffres étaient trop proches pour la concéder. Et du coup, quand en janvier 2001, alors, juste pour vous dire d'abord, avant que Bush prenne le pouvoir, les républicains, comme ils sentaient qu'Al Gore allait faire la course à la Maison-Blanche, ont déjà pendant des années retardé au Congrès pour voter les budgets de ce satellite Triana. Donc Triana ne pouvait plus partir avant la fin de l'année 2000 à cause du Congrès qui était passé sous les républicains, même si on était toujours sous Clinton. Et la mission était programmée pour 2003. Et quand Bush est arrivé en janvier 2001, ça a été une des premières décisions de Bush et de Dick Cheney d'annuler la mission Triana, purement et simplement pour faire payer à Al Gore la difficulté qu'il a eue à reconnaître sa défaite. Et moi, ça m'a plongé vraiment dans un état de tristesse très profond, parce que je trouvais que c'était un projet qui était magnifique, et le fait que ce projet-là fasse partie d'arbitrage politique, de règlement de compte avec des cyniques, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché personnellement. Bon, il y a peu de gens qui ont dû remarquer à l'époque que ce projet avait été annulé, mais en tout cas, il a été annulé, et moi je rêvais qu'il puisse repartir un jour, ce projet-là, et pour le rêver, en fait, j'ai commencé à ce moment-là à écrire un cycle de romans qui s'appelle Le siècle bleu, dans lequel j'imagine quelle serait la révolution si ces images existaient. Et donc mon personnage principal, c'est un astronaute, et j'ai essayé d'imaginer si ce satellite existait, si ces images existaient, qu'est-ce que ça pourrait changer. Donc c'est l'histoire d'une révolution qui s'appelle la Révolution bleue, qui change l'état d'esprit sur Terre. Et donc c'est des romans qui ont été publiés, enfin, le premier fin 2010, le deuxième en 2012, et dans ce roman, je parlais de cet overview effect qui gagnait l'ensemble de la population. Et en écrivant un papier en 2013 sur l'overview effect, je faisais justement des recherches sur Triana, et je tombe sur un obscur blog d'astronautique dans lequel les gens disent en fait le satellite va repartir. Et Al Gore a négocié avec Obama, qui avait repris la présidence des États-Unis après Bush, pour faire repartir cette mission, et ils l'ont fait très discrètement, c'est-à-dire que la mission s'appelait plus Triana. La caméra qui filme la Terre, elle a été embarquée dans une mission plus large qui s'appelle Discover, Deep Space Climate Observatory, et c'est une mission qui était commune à 3 agences, la NASA, la NOAA qui est l'agence météo américaine, et l'US Air Force. Pourquoi l'US Air Force? Parce qu'en fait, ce satellite Discover, sa mission principale, c'est pas seulement de regarder la Terre, sa mission principale, c'est surtout d'observer le Soleil et les éruptions solaires, parce que ces éruptions solaires peuvent faire des vents solaires très forts qui peuvent détruire les composants électroniques qui sont en orbite, mais aussi sur Terre. Donc ce dispositif Discover fait partie d'un armada de choses qui protège en fait les actifs on va dire stratégiques américains dans l'espace, et l'espace joue un rôle très important pour ça, et donc ce satellite permet de détecter les explosions avant et de mettre les satellites en sécurité ou les réseaux électriques sur Terre en sécurité, et ils ont réussi à l'intérieur de cette mission de mettre la caméra qui s'appelle EPIC, qui filme la Terre. Et à l'époque, personne n'en parlait. Donc c'était en 2013, et le satellite devait partir en 2015, 2 ans après. Donc moi j'en ai parlé à personne, et j'attendais vraiment que ce satellite parte.